C'est une marée blanche qui déferle sur les plages françaises de la façade atlantique. Depuis quelques jours, des promeneurs découvrent stupéfaits des dizaines et des dizaines de paquets à l'intérieur de la cocaïne. Bonsoir Frédéric Ploquin. Bonsoir. Vous êtes écrivain, grand reporter, spécialisé dans les milieux de la police et du grand banditisme. Une tonne de cocaïne échouée sur les plages des Landes à la Pointe Bretonne. Et ça continue d'arriver en ce moment même. C'est énorme, ça représente plus de 30 millions d'euros, je crois. Comment ces paquets ont pu se retrouver là, Frédéric Ploquin ? Effectivement, vous parlez de marée blanche, c'est certainement moins polluant que le pétrole. Ça, c'est sûr, mais ça pose d'autres sortes de questions. Même, oui. A priori, une tonne, on imagine mal, vous savez, les marines nationales, notamment françaises, portugaises, américaines, croisent dans l'Atlantique en permanence pour essayer de traquer, de tracer des bateaux chargés de cocaïne. Il y en a partout. La route atlantique est la principale route de la cocaïne. Ça part d'Amérique du Sud et ça va jusque... soit en Afrique de l'Ouest, on va revenir sur les routes effectivement de la drogue, mais là concrètement, tous ces paquets éparpillés. Du coup, quand je veux dire, si c'était une attaque militaro-policière, on va dire, sur un bateau, on imagine mal les marins avoir eu le temps de déverser en mer une tonne de cocaïne comme ça pour échapper à une arrestation. Oui, donc plutôt a priori, un accident. On pense plutôt à un accident, à un bateau qui aurait sombré, à une tempête. Qu'à autre chose, parce qu'autrement, on n'expliquerait pas, si vous voulez, qu'il y en ait autant. Autant on peut en retrouver une petite partie, mais là, c'est toute une cargaison entière, un bateau entier qui a perdu sa cargaison. Ça viendrait du même bateau. Deuxième hypothèse, vous savez qu'on transporte aussi la cocaïne parfois sous les bateaux, soit dans des fausses torpilles, soit dans des choses comme ça qui sont accrochées sous les cargos. Donc ça, c'est une autre hypothèse. Ça peut aussi avoir lâché en route et s'être déversé dans la mer. Et alors, d'où elle vient, cette drogue ? Est-ce qu'on en a une idée ? Ce qu'on connaît pour l'instant, c'est le pourcentage de pureté. C'est une cocaïne extrêmement pure, on dit à 88%. On ne connaît pas encore le pays d'origine, mais nécessairement, c'est au niveau de la production, Colombie, Pérou ou Bolivie. Forcément, donc Amérique latine. Les trois pays principaux producteurs de ce produit. Après, elle est en général transformée, parce qu'au départ, c'est une plante verte. C'est une plante verte, la coca, qui coûte 1 euro le kilo à peu près, pas plus que ça. On l'achète aux paysans environ 1 euro le kilo, et ensuite elle prend de la valeur au fur et à mesure de sa transformation. Donc là, elle était transformée en cocaïne, elle n'était pas encore coupée. Elle est coupée, c'est pour ça qu'elle était très pure. Elle est coupée par les trafiquants, les distributeurs. Donc là, on était sur la première étape de la cocaïne pure, qui n'était pas. Ce que vous dites, c'est qu'elle n'était pas encore prévue à être vendue aux consommateurs. Si vous voulez, on a tout intérêt, comme ça prend beaucoup de place. C'est encombrant de transporter une tonne de cocaïne. On ne va pas la couper avant, sinon ça fait 3 tonnes, 4 tonnes, 5 tonnes. Mais avec 1 tonne de cocaïne, sur le marché à la revente, les trafiquants nous font 3, 4, 5 tonnes. Parce qu'en fait, chaque échelon de distributeurs, il y a le gros distributeur, en gros, le grossiste, on va dire, puis ensuite, ça descend comme ça. Et chacun, pour augmenter sa marge, coupe encore un petit peu plus la marchandise. Et ce qui est consommé, ce qui est vendu dans la rue, au final, c'est pur à 10%, quoi, on va dire. Donc, d'une tonne, on peut imaginer que sur le produit, ça fait beaucoup plus. Beaucoup plus qu'une tonne qui aurait été revendue si c'était arrivé à bon port. Alors, vous parliez des routes, justement, empruntées par la drogue aujourd'hui. Est-ce que la mer, c'est la nouvelle autoroute pour les trafiquants ? D'abord, la première chose, c'est vrai que le principal problème pour les trafiquants de drogue, c'est pas la plantation. Ça, c'est facile, ça pousse dans toutes les montagnes colombiennes, boliviennes. Il suffit qu'il y ait un peu d'humidité, de chaleur, de soleil et de froid la nuit. Et c'est pas forcément interdit, mais ça, c'est relativement simple, facile. Le principal problème du trafiquant de stupéfiants, il est d'ordre logistique. C'est-à-dire qu'il doit se prendre la tête pour savoir comment acheminer son produit dans le pays qui consomme. On sait que les États-Unis, c'est un marché saturé. Ça a commencé aux États-Unis, la cocaïne, dans les années 80. C'est un marché complètement saturé. On sait aujourd'hui que les producteurs et les trafiquants latino-américains visent l'Europe prioritairement. C'est le nouveau marché. Et on voit bien que c'est très compliqué. À partir de là, comment vous faites ? Le transporter, justement, je voulais vous montrer cette vidéo absolument hallucinante d'un sous-marin qui se fait prendre en chasse par la police maritime, un sous-marin trafiquant, et qui tente d'arraisonner les trafiquants, qui leur demandent d'ouvrir... Qui tape à la porte. Qui tape très fortement à la porte pour ouvrir effectivement la cargaison. Ce genre d'opération, c'est récurrent ? Tout est possible, en fait. Tout est possible, sauf la route, parce qu'entre l'Amérique latine et la France, il n'y a pas de route. Donc, il n'y a que les airs ou l'eau.
Donc vous avez une route très importante qui a été ouverte dans les années 2000. En gros, ça consistait à acheminer la drogue en Afrique de l'Ouest, parce que là, vous aviez dans les ports des autorités complices, des douaniers achetés, des policiers achetés. Donc on arrivait en Afrique et on remontait ensuite vers l'Europe, soit par le Maroc, soit par l'Algérie, soit par la Libye et les Balkans. Vous savez, tout est par la route, du coup. Ouais. Et de nouveau, ensuite, par des camions chargés sur des bateaux, etc. Ça, c'était une route importante. Après, vous avez l'aviation d'affaires, hein, c'est tout les avions. Les petits avions dans lesquels vous pouvez mettre, oui, ça continue parce que les petits aéroports privés ne sont pas tellement surveillés. Et alors, c'est quoi les points d'entrée ? 500, 600 kilos dans ces petits avions. Et vous avez la principale porte d'entrée, ce sont quand même les ports. D'accord. Et là, vous avez régulièrement des affaires qui éclatent de corruption. Je ne sais pas si vous suivez ça, mais régulièrement, il y a des douaniers, il y a 600 kilos qui ont été saisis là, il y a quelques jours au Havre. Absolument. Donc vous avez le Havre. Vous avez essentiellement, principalement pour l'Europe aujourd'hui, c'est Anvers en Belgique. C'est le port le moins protégé et aussi le plus contrôlé par les mafias en tout genre, Anvers. Et dernier point, les trafiquants le savent très bien. Il n'y a pas plus de 4-5% des containers qui traversent les mers qui peuvent être passés au scanner. Vous ne pouvez pas tout passer au scanner. Donc ça rentre de cette façon-là, de manière massive. Alors, quand on vous entend, et on parle de chiffres hallucinants, là on parlait de 100 kilos, une tonne, ça continue d'arriver, vous parlez des routes aussi qui sont quand même extrêmement balisées, enfin multiples. Est-ce que c'est un phénomène qui est en plein essor ou est-ce que ça a toujours été comme ça, mais nous on le découvre ? Non, est-ce que la drogue, vraiment, le marché est en train de se développer ? Je commence à vous le dire, c'est vrai que les producteurs aujourd'hui savent que là où il y a de la marge à faire de progression, là où il y a des nouveaux clients à conquérir, parce qu'en fait, ils parlent comme ça. Ouais. Moi, j'étais en reportage en Colombie il n'y a pas très longtemps. J'ai été surpris de voir des gens qui me disaient « Ah, la France, quoi la France ?» C'est l'Eldorado, la France. C'est notre futur Eldorado. C'est là où on va aller conquérir des marges de marché. C'est le deuxième plus gros consommateur de cocaïne, il y a encore, en Europe, mais il y a encore une marge de progression importante vue du point de vue des trafiquants dans toute l'Europe, et en particulier en France. Donc effectivement, c'est là, ce sont nos pays, c'est l'Europe aujourd'hui qui est visée prioritairement. Et alors la réponse des autorités pour lutter, quelle est-elle ? Est-ce qu'elle est adaptée aujourd'hui ? Le problème, c'est que... Ou est-ce qu'ils ont toujours un temps de retard ? C'est déjà les policiers spécialisés sur la question, ils ne sont pas si nombreux que ça. Ensuite, je voudrais quand même rappeler que pendant 1 ou 2 ans, la lutte contre le trafic de stupéfiants a été freinée parce que les juges ont fortement remis en cause la principale méthode d'infiltration des groupes de trafiquants de drogue, c'est-à-dire les indicateurs, parce qu'il y a des policiers qui ont été mis en cause par la justice pour avoir traité des affaires importantes d'ailleurs avec ces indicateurs. Donc à un moment donné, il y a une espèce de coup de frein donné à la lutte. Pendant au moins 1 an, on peut dire que la lutte a été nettement freinée par cette guerre entre la justice française et la police judiciaire française sur la question de la manière dont on infiltrait ces groupes. C'est inévitable, ça, justement, de tangenter la ligne rouge. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le gouvernement a décidé il y a quelques semaines de sacrifier, de faire disparaître totalement l'Office central de lutte contre le trafic de stupéfiants et de créer un nouvel office, donc de changer de nom un peu pour essayer de tourner la page, de passer à une autre histoire. Et surtout, le ministre de l'Intérieur a été obligé, c'est déjà énorme qu'il ait été obligé de le faire, de rappeler à tous les services de police, de douane, de l'administration fiscale, à toutes les administrations, en gros, qu'elles devaient partager et échanger les tuyaux sur le trafic de stupéfiants. Et pas les garder pour eux. Ce qui signifie qu'il y avait trop de trafic. Si le ministre s'est senti obligé de le faire, c'est qu'il y avait quand même des problèmes graves dans l'organisation de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Eh bien, merci Frédéric Ploquin d'être venu sur notre plateau. Je rappelle le titre de votre dernier livre, c'était l'APJ, le temps béni des flics, c'est chez Fayard. Merci à vous. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur le péril nucléaire. Après le puissant tremblement de terre survenu hier dans la Drôme, les inquiétudes sont fortes. Y a-t-il un risque pour notre sécurité ? Que dit la réglementation pour les centrales en cas de secousse sismique ? C'est dans l'air est intitulé ce soir, risque sismique, alerte nucléaire. Bonne émission à vous.